Je sais que, mesdames et messieurs, vous m'attendez avec impatience. C'est mercredi et mercredi, c'est Web Presse. Aujourd'hui, je suis avec des excellents confrères et nous allons parler de 3 grands thèmes. En tout cas, je vais essayer de gérer mon temps pour qu'on en parle. Nous allons parler du ferme de Boukangalonzo parce qu'on a dit que l'agriculture est la priorité des priorités. Ben, cette fois-ci, les faits sont là. Nous allons parler des résultats des examens d'État qui sont publiés il n'y a pas longtemps et dérapage, avantages et tout ça. Et nous allons parler évidemment des refoulés de Brazzaville. Eh bien, on y est, on y revient parce que ça reprend. On ne comprend plus très bien de quoi il s'agit dans cette histoire. Je suis avec Gérard Lemba, journaliste indépendant. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Et pour la première fois, j'ai le plaisir de recevoir Madimba Kadimanzoji. Bonjour. Bonjour. Voilà, quelqu'un qui est vraiment authentique, pas de prénom cette fois-ci, ça me fait plaisir. Et avec Faye Nikombikai, Top Média. Bonjour Faye. Bonjour madame. Voilà, nous allons parler de la ferme de Boukangalonzo. Le chef de l'État l'a inauguré hier. Et cette fois-ci, Gérard Lemba, la pratique rejoint la théorie. Hein. Donc l'agriculture est vraiment mise en exergue cette fois-ci. Merci madame. Tant que ça peut être pour le bien des Congolais, rien que l'initiative c'est à encourager, c'est à saluer. Et sur ça, nous pouvons déjà jeter le fleur au gouvernement. Mais il y a à dire sur le passé hein, de ces genres d'initiatives. Parce que ce que nous voyons, comme on dit en termes de développement, l'action du gouvernement doit être aussi planifiée. Nous avons vu, nous avons lu les journaux. On parle, je crois, depuis 2009 jusqu'à 2011, le gouvernement a eu acheté 3000 tracteurs et la projection était sur 250 hectares, 250 000 hectares. Alors, ce que nous disons, c'est par rapport au temps que nous allons juger un peu l'initiative. Nous saluons, nous saluons, mais c'est simplement, nous voulons voir que les initiatives qui ont été peut-être, je sais pas, amorcées par Laurent Kabila, nous devons aussi le voir continuer. Parce que je me rappelle bien, Mosé a eu, je crois, avec le service national, qui aujourd'hui, en tout cas, je vois, on n'en parle presque plus. Je ne sais pas. Alors, est-ce que demain, on dit les hommes passent, les institutions restent? Joseph Kabila ne serait plus peut-être président de la République. Je ne sais pas si le régime qui va remplacer va continuer encore avec cette initiative. C'est là qu'il nous demeure un peu la peur. Donc c'est comme si nous travaillons rien qu'avec, on ne sait pas projeter nos actions dans l'État. Géopolis nous donne plus de détails. Cette ferme est 80 000 hectares à cultiver. Donc, comme finalité, c'est l'émergence de la RDC à l'horizon 2030 grâce à une agriculture motorisée. Voilà. Kadima, donc pour vous, c'est aussi une bonne chose d'avoir cette ferme-là, bien que vous m'avez dit ce sont les Sud-Africains qui gèrent. Pourquoi les Sud-Africains, les Congolais sont incapables de gérer une telle ferme où l'expertise est sud-africaine? On n'a pas d'experts en ce domaine. Oui, je dirais que c'est une bonne chose. Ça, comme vous dites, c'est Africom, mais l'État a créé une société qui s'appelle la Sopagri, la société de gestion des parcs agro-industriels. Donc il y a quand même une volonté de l'État de pouvoir offrir une plateforme par laquelle gérer ces parcs agro-industriels. Les Sud-Africains ont une expertise, sans conteste. Mais comme vous le dites, vous le soulignez, c'est quand même un bémol. Parce que donner ces projets à des Congolais, c'est permettre l'émergence d'une classe, non pas de millionnaires congolais, mais de riches hommes d'affaires congolais. Donc ce serait un plus. Maintenant, effectivement, on n'a pas d'experts congolais en la matière. Et pourtant, on a des instituts, des universités qui forment des agronomes. Oui, mais on n'a pas encore toute la mécanique d'une... On n'a pas de banque agricole. Sur les 19 banques que nous avons, on n'a que des banques commerciales. Aucune ne s'occupe d'agriculture. C'est un secteur particulier qui appelle à des C'est un investissement à long terme, en fait, l'agriculture, avec beaucoup de risques aussi. Voilà, le manioc ce sera une mauvaise récolte. Et si la banque vient vous demander de réaliser son crédit, vous serez dans l'incapacité, vous allez vendre vos terres. Donc il faut une banque qui sache accompagner. Comme l'a dit mon confrère, ça veut dire qu'il faut quand même, premièrement, pérenniser le secteur. Dans ce cadre-là, en novembre 2013, il y a eu un business meeting de l'agriculture, un programme national d'investissement agricole qui va de 2013 à 2020. Donc, on a quand même une projection de l'État dans le futur, mais comme l'a dit mon confrère, il faut pouvoir pérenniser l'affaire. Et est-ce que le gouvernement le fera?
là est la question, satisfecit et bravo au gouvernement pour ce qu'il a fait, mais maintenant il faut pouvoir nourrir 70 millions de Congolais. Il faut savoir qu'on a importé cette année, on compte importer 1,5 milliard de dollars de denrées alimentaires. C'est énorme pour un pays qui peut potentiellement, qu'à 80 millions d'hectares et qui peut potentiellement nourrir 2,5 milliards de personnes. On perd de l'argent. On devrait être une puissance agricole, on ne l'est pas. Donc, effectivement, maintenant, il faut pérenniser les choses. Faini Kombika, votre appréciation de cette ferme, c'est vrai qu'elle est là, cette ferme, on a entendu parler de ça, mais cette fois-ci, c'est réalisé. Votre appréciation de cette activité, de cette action? Oui, madame, merci d'abord pour l'opportunité. Vous savez, au Congo, nous sommes très mal habitués, dans la mesure où les initiatives sont annoncées, mais pour les pérenniser, vous savez qu'à l'époque de Mobutu, il y a eu ce qu'on a appelé Daipen. Daipen, jusqu'à un moment là, a cessé d'exister. Et d'ailleurs, si j'ai bonne souvenance, pas plus longtemps que 5 ans, la BAD venait de financer Daipen à hauteur de 20 millions ou 30 millions de dollars américains. Où en sommes-nous avec ça? Pourquoi abandonner Daipen, l'institution qui a existé, et songer à créer, inventer une autre? Moi, je crois que non. Vous savez, lorsque l'on se met à créer, ça demande encore beaucoup de frais. Pourquoi pas continuer l'initiative de Daipen? On a abandonné Daipen. Vous êtes venu aussi avec Service national. Où en sommes-nous? Et qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui qu'avec cette histoire qui vient d'être créée là-bas, ça sera pérennisé? Cette fois-ci, il y a des Sud-Africains. S'il vous plaît, Daipen. C'est pas les Congolais qui gèrent. S'il vous plaît, le problème n'est pas de ceux-là qui gèrent. Que ce soit les Congolais, que ce soit les étrangers, entre les sociétés et les institutions créées par l'État, sont liées par ce qu'on appelle un contrat-programme. C'est-à-dire un cahier de charges dans lequel il y a eu des assignations que l'État confie à ses mandataires. Ça ne me dit moi absolument rien, que ce soit les nationaux, que ce soit les étrangers, mais il suffit que l'État apprenne à très bien gérer. Voilà par exemple, où en sommes-nous avec STUC aujourd'hui? On a abandonné STUC, on se rabat maintenant sur Transco. C'est pourquoi cela? Je me suis en train de poser moult questions quant à la manière de gérer la res publica. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut gérer la res publica. Aujourd'hui, allez sur l'avenue de poids lourds, il y a plus de 150 bus de STUC qui sont abandonnés. On a commencé déjà à les vendre. Qu'est-ce qui me garantit, moi, aujourd'hui, en tant qu'observateur averti, que cette action-là sera pérennisée? Madimba, vous partagez le moins point de vue. Vous avez peur que Non, je voulais juste une précision. Mon collègue a tout à fait raison. Mais quant à la structure Bukanga Lonzo, ça existait avant, en fait. Ce sont des parcs agro-industriels qui ont été abandonnés au moment de la zarianisation. Donc, en fait, dans le cas précis, mon collègue a raison dans le fait, et il a cité la STUC avec Transco, il a tout à fait raison dans le fait qu'on a l'habitude de créer, mais dans ce cas précis, on ne crée pas. Il y a 18 parcs qui avaient été abandonnés. On a réhabilité simplement. On réhabilite avec un nouveau projet. Et pour ce qui est d'Aipen, il fait partie du programme national d'investissement agricole. Donc, je comprends et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, il ne faut pas créer alors qu'on a déjà. Et l'exemple de STUC et Transco est un vrai exemple. Mais sur ce point-là, je serais plus nuancé parce que ce sont des choses qui existent. Alors oui, l'agriculture, est-ce que cette fois, c'est vrai que dans l'imaginaire congolais, l'agriculture n'est pas rentable, comme les mines, déjà sous Mobutu, en tout cas l'agriculture a été reléguée vraiment au second. D'ailleurs, à l'époque, mon père me disait, quand on vous nomme ministre de l'agriculture, c'était comme une genre de punition. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, doit-on mettre dans la tête du Congolais que c'est l'agriculture qui est la priorité, vraiment des priorités? Pour être une puissance, il faut d'abord manger. On ne mange pas les mines, même si ça génère beaucoup d'argent. J'aimerais premièrement d'abord briser une opinion que vous venez de dire là, dire que non, cette fois-ci, ce n'est pas géré par les Congolais, c'est par les Sud-Africains. Il faut cesser avec ça. Présenter les Congolais comme si nous sommes bons en rien. Mais les faits sont là. Je n'invente rien. Là, je ne partage pas. La plus grande partie des choses. Le moins peut-être que... 54 après l'indépendance, soyons froids. Je m'excuse, madame, je ne partage pas cet avis. Moi, je crois que
dans notre société, il y a des éminences qui peuvent se démarquer. Ce n'est pas dans tous les domaines. S'il y a un problème sérieux, puisque vous dites 54 ans après, il y a un problème de gouvernance. On en est où? De la gouvernance. Et quand on dit la gouvernance, nous voyons plus les animateurs. Je ne crois pas. On doit cesser avec ça. Dire que non, puisque ce n'est pas géré par les Congolais, ce sera pas. Non, non, non. Les Sud-Africains, tu connais bien l'histoire. À un moment, on a parlé que les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. C'était de quel médecin? C'était des messieurs congolais. Si vous voulez dire à l'époque, c'était des Zaïrois. C'est-à-dire qu'il y a à faire la différence quand il s'agit des gens qui ne travaillent pas bien, et il faut dire que non, c'est toute une société, c'est la même équipe. Non, non, non. Ok, donc c'est vraiment dans tous les domaines. Nous avons les échos, c'est pas dans le monde scientifique et conso. Vous avez toujours des Congolais qui émergent, qui se distinguent. Alors il ne faut pas dire que, puisque c'est pas bien fait, et en recourant aux Sud-Africains, vous allez voir. Non, non. Ça, oui, par rapport à... Certes, l'agriculture doit être la priorité des priorités. D'ailleurs, c'est comme on dit, le cœur même du développement d'une société. Quand vous avez ce qu'on appelle l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire, c'est ça. Donc les grandes économies sont jugées justement par rapport à ça. Les États-Unis, la France et tant d'autres. Nous espérons peut-être qu'avec cette initiative, là où la peur persiste, c'est plus par rapport à la pérennisation, comme on dit Kadima. Est-ce que 2-3 ans après, nous aurons à parler, le confort vient encore de relever cette histoire de financement de la BAD. Mais pourquoi, quand il y a une inquiétude, la BAD c'est une institution financière que tout le monde connaît, ça a été même écrit dans les journaux, mais si la réalisation n'est pas concrète, mais on doit en parler. On doit sanctionner aussi. On doit sanctionner. Qu'est-ce qui se passe dans les pays où on parle des détournements, tout le monde est au courant et tout le monde ne fait rien. C'est ce qu'elle dit. Donc nous revenons toujours pour parler de la case de départ, problème de la mauvaise gouvernance qui s'est pose. Kadima, pour vous, l'agriculture en République démocratique du Congo, ça se place où aujourd'hui? Vous êtes aussi dans le secteur économique. C'est un secteur rentable aujourd'hui par rapport aux mines ou par rapport aux hydrocarbures aujourd'hui? Non, il faut dire la vérité, ça ne l'est pas. Je crois que c'est 1 ou 2% du PIB. L'agriculture ne représente absolument rien aujourd'hui. Absolument rien dans le produit intérieur brut. Le problème, c'est que l'agriculture est un levier justement de développement. Si vous arrivez à produire en quantité massive, donc vous baissez les prix des biens de consommation et donc vous rendez l'accès facile à la nourriture, donc vous avez une population bien importante. Si vous allez en Afrique du Sud, la nourriture ne coûte absolument rien. C'est rien, tout le monde peut se nourrir. C'est un besoin primaire qui est déjà dépassé. Maintenant, ce qui est bien avec le Congo, c'est qu'avec 80 millions d'hectares et 250 millions de voisins, on peut faire de la nourriture, elle nous nourrit, mais on nourrit les autres. Donc on se place dans une position de pays en développement, de pays émergents. On peut faire de la nourriture un levier, mais comme le dit mon confrère Gérard, encore un problème de gouvernance. Est-ce que nous aurons, comme l'a dit mon collègue Bikaï, excusez-moi, veuillez m'excuser, si on n'arrive pas à pérenniser l'agriculture, si on n'arrive pas à faire de l'agriculture un levier de développement, voilà, on reviendra dans 3 ans dans votre émission pour dire la même chose. On avait tout oublié, ça sera autre chose. Oui, Faye, nous allons prendre votre dernière appréciation pour passer au prochain sujet. Vous savez, nous sommes très mal habitués au Congo et je me suis posé moult questions quant à ça. Pourquoi au Congo nous faisons de la politique spectacle dans tous les secteurs? Je reviens à ce que je viens de dire sur les établissements ou entreprises publiques de l'État. Si vous êtes dans toutes les entreprises de l'État, c'est l'État qui est le plus grand débiteur de toutes ces entreprises-là, qui sont aujourd'hui des canards boiteux. Est-ce que ce qui manque, ce sont les moyens, ou bien c'est le système qui est mauvais? Est-ce qu'il faudra-t-il annoncer avec pompe pour une institution qui ne garantit presque pas? Madame, les cas sont les gens. Si moi j'étais l'autorité compétente, je ne pouvais pas m'aventurer dans une telle démarche. Mais pourquoi c'est l'autorité morale? Mais s'il vous plaît, dans la manière de gérer ce qu'on appelle les priorités des priorités, lorsqu'on débourse plus de 80 millions de dollars pour une histoire pareille, je vous dis, moi je suis dans les investigations, allez dans les territoires comme Kabongo. C'est où ça, Kabongo? Dans le Katanga. Vous trouvez des maïs qui pourrissent là-bas.
qu'on ne sait pas acheminer dans les centres de consommation. Le Congo, si nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables, mais les Congolais, aujourd'hui à Kinshasa, vous achetez ce qu'on appelle communément écolo à 700 francs congolais. Ce sont des histoires qui doivent nous faire réfléchir. Washington, il est le premier producteur de maïs, mais il ne consomme pas le maïs. C'est pour le bétail en fait. J'ai dit, d'abord, moi je parle de la consommation humaine. Je parle de la consommation humaine. La consommation humaine. Pour revenir chez nous, nous avons des cours d'eau partout. Dans un pays entouré et entre-déchiré de cours d'eau, mais les Congolais, pour manger un poisson frais, je dis pas d'un poisson frais, je ne sais pas, il faut au moins débourser 10 dollars américains. C'est 50 $. Voilà. Oui, tout ça sont des problèmes. Est-ce qu'il faudrait-il s'aventurer dans une telle démarche ou bien il lui fallu placer des priorités, Si moi je te donnais, je ferais quoi? Je donnerais priorité par exemple, acheter pour l'État congolais un bateau de pêche. Les poissons périssent dans les cours d'eau à l'équateur. Mais que faire pour que cela soit exploité en quantité industrielle? On manque les initiatives. On a déboursé beaucoup d'argent en termes de millions pour organiser ce qu'on a appelé francophonie. Aujourd'hui, quel est le souvenir matériel que les Congolais peuvent retenir de cette francophonie? Rien. Alors, nous allons vraiment passer au deuxième thème parce que la télé, c'est le temps. Nous allons parler des examens d'État. La publication, ça s'est passé il y a quelques heures, donc il y a 2 jours. Mais on a relevé un fait, Gérard et mes autres confrères, que Vodacom nous balance ses résultats, que le soir, il y a trop de dérapages. Moi, j'ai vécu ça personnellement à Ipen et il y a même des confrères qui ont fait des reportages, qu'il y a eu des élèves qui ont été percutés par des motos. Et pourquoi Vodacom et le ministère de l'EPSP ne peuvent pas nous donner ces résultats le matin? C'est quand même pas un scoop, le résultat des examens d'État, pour qu'on attende le soir comme ça. Madame, c'est regrettable que nous parlons de même problème et je sais pas, à chaque année. C'était le cas l'année passée. Vraiment. Et on revient. Je sais pas, je pense en 2014, 2012, c'est presque, c'est récurrent. Mais nous voulons voir la présence de l'État partout. Nous venons de parler du secteur agricole ici. C'est important de sentir l'État dans tous les secteurs de la vie. Tu parles de Vodacom, mettons un peu le fait Vodacom à côté. Tu parles de l'EPN, mais c'est partout. C'est que moi j'ai vécu personnellement. Hein, moi je dis c'est que j'ai vécu personnellement. Ça peut peut-être scandaliser. C'était horrible. J'ai dit, mais sous la vigne du stade, il y a même le DJ qui interprétait une chanson pour dire que nous avons 8 diplômes. Et tous, ils étaient perchés dans le, comment on appelle ça, dans les chaises. S'il vous plaît, ils ont eu à enlever même c'est pas le blues, c'est pas le t-shirt. Et vous voyez les soutiens des filles, jeunes filles. Je pense au colonel Kanyama qui disait, mais pour arrêter quelqu'un, vous n'avez pas toujours besoin de donner des ordres. J'ai dit, ils étaient une dizaine sur l'avenue du stade, où il y a plein de terrasses. Vous comprenez? Vous voyez nos filles, nos petites sœurs, enlever leurs habits, tout simplement parce qu'ils sont ivres, tout simplement parce que où est l'État? Donc, c'est inutile. Il y a même un collègue qui a carrément dit que les élèves ont bafoué. D'ailleurs, le gouvernement avait déjà interdit toutes ces manifestations. C'est désacralisé. Ils ont interdit cela. C'est scandaleux, madame. Et il y a certains qui n'ont pas encore les résultats. Ils voient ça et je suis sûr qu'ils vont faire pire. Ils vont, mais je te dis, c'est-à-dire qu'ils attendent le moment, ils se disent que moi mon tour aussi bien. Où est l'État? C'est ça la grande question. Kadimaki doit faire l'État nous mettons à côté, c'est d'abord l'État. Pour arrêter ces manifestations, parce que le soir, c'est vraiment le branle-bas de combat dans tout Kinshasa. Il y a des accidents, il y a des comportements vraiment inciviques qui se passent. Est-ce que l'État ne peut pas promulguer ces résultats le matin, calmement? Mais je pense... on n'y comprend rien. Je pense que c'est pas le moment de la promulgation qui est le problème. Le problème, c'est le sens, et Gérard a dit quelque chose de très profond, c'est le sens désacralisé.
le diplôme d'État n'est plus sacré. Le diplôme d'État devient le papier qu'on doit avoir à tout prix, à un tel point que voilà, on parle de notes sexuellement transmissibles, on parle d'argent, de corruption. Le diplôme d'État n'est plus sacré. Je pense que quand vous avez eu votre diplôme d'État, il n'y avait pas de telle manifestation de joie. Moi, je me rappelle quand je l'ai eu, ça ne se passait pas comme ça. Non seulement le diplôme est désacralisé, mais il perd son sens. Moi, j'ai la chance de donner cours de droit à l'Université libre de Kinshasa. Vous avez des gens en 4e année qui écrivent Camignon, donc C-A-M-I-G-N-O-N, pour dire camion. Camignon. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas passé son cursus normalement, qui n'est pas digne d'avoir... L'université n'est pas là pour former à l'orthographe ni à la grammaire. C'est pas le rôle de l'université. Vous apprenez les notions, vous apprenez à discuter, vous apprenez à argumenter, et vous avez des gens qui sont incapables d'écrire. Parce que moi, je me demande même si à l'université, on organise des débats, comme j'ai suivi un film excellent, des grands débatteurs avec Denzel Washington. Je me demande si les Congolais seront capables de débattre ainsi. Je pense que les Congolais seront capables. Mais maintenant, est-ce que la jeunesse de maintenant serait capable de faire ça? Je me pose la question. Et pour revenir à votre question fondamentale, qui est de savoir que doit-on faire, que doit faire l'État, mais l'État doit repenser l'éducation. Moi, je pense personnellement que, et Gérard a eu une fois de plus raison en disant, laissons Vodacom de côté. Parce que grâce au télécom maintenant, on peut atteindre celui de Kabongo pour qu'il sache qu'il a son examen d'État. Vodacom étant partout, on peut... les télécoms étant partout, on peut atteindre les gens, et l'alliance, le partenariat public-privé entre le ministère et les télécoms, c'est une bonne chose. Mais maintenant, revenons à quelque chose de plus fondamental. Est-ce que nous avons fait de l'éducation congolaise? Est-ce que l'éducation congolaise reprend, comment on appelle ça? Est-ce qu'elle arrive à ses besoins de société? Est-ce qu'elle contribue au lien social quand vous avez des filles qui dansent en... Trop de dérapage, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a dit, selon Kadima, c'est pas l'heure qui importe, mais c'est le comportement. Bon, peut-être même si c'était le matin, ce sera la même chose. Alors pour vous, Faïni Kombika, que doit faire l'État aujourd'hui pour arrêter un peu tous ces dérapages qui se passent après la promulgation des examens d'État? Je suis effaré, estomaqué et ahuri. Moi, je suis en train d'imputer cette faute et à la famille et à l'État congolais. Donc, les familles qui laissent les enfants sortir pour aller... à l'État. Pourquoi est-ce, vous qui êtes spécialiste aux réseaux sociaux, est-ce que ces histoires-là n'existent que le soir ou bien la nuit? La nuit du lundi à mardi, j'ai quitté la place Victoire à minuit 30. J'ai laissé toute une marée humaine et la majorité était filles. La majorité était filles. Je me pose la question. Parce que nous aimons beaucoup plus incomber sur l'État. Quel est ce parent qui a accepté que sa fille aille à moitié nue, rester jusqu'aux environs de minuit, jusqu'à ce... La famille est la base de l'éducation. De la société. De la société. Et l'État vient en second lieu. D'abord, quel est ce parent-là qui a accepté que sa fille aille jusqu'à cette heure-là, soit en dehors de la maison? C'est-à-dire, nous voulons quelque chose et son contraire. Nous décrions. Parfois même ceux-là qui décrient aussi, leur fille aussi était là. Vous pensez que nous, toutes les filles là, n'ont pas quand même des parents responsables et qui sont aussi des donneurs de leçons? Voilà des questions que nous devons nous poser. Et revenons maintenant à l'État congolais. Et plus le ministre se félicite pour dire que non, maintenant aujourd'hui il y a la rapidité. Non, ce n'est pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la rapidité dans la publication, c'est là nous ne devons pas lui jeter des fleurs. Ça c'est le fait de l'évolution de la technologie. Vous allez reprocher par exemple au ministre Makinda Watawata qui a eu à diriger en 1980 le ministère qui n'a pas publié les résultats dans une semaine. Ça c'est l'évolution de la technologie. Mais moi la question que je pose est celle de savoir quelle est la qualité de ces finalistes là, de celui que vous avez diplômé. La qualité. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de filles l'année d'aujourd'hui. Je suis resté jusqu'aux œuvres de minutes. C'était encore la même chose. La même chose, et
Et toutes les filles que j'appelais n'avaient pas de destination. Et à chaque fois que je leur proposais d'aller boire, elles acceptaient. T'es pas gentil. S'il vous plaît, je suis un chercheur. Je n'aime pas que lorsque je vais sur le plateau comme ça, que je raconte des histoires. Ce sont des faits vécus que je vis de visu. Et je suis en train de me poser beaucoup de questions. Et lorsque l'État congolais se fait pour ça, c'est-à-dire nous devons réfléchir 1001 fois. Voilà, c'est quand même la contribution de nous journalistes par rapport à la promulgation des examens d'État, qu'on essaie vraiment de recadrer les choses parce qu'il y a trop de dérapages par rapport aux résultats d'État. Et j'espère que cette fois-ci, on ne va pas déplorer en tout cas des pertes en vies humaines parce que l'année passée, il y a eu des... Il y en a eu, madame. Ah bon, je vous donne la précision. Sur la route Victoire Matete, au niveau de l'arrêt sous-région, il y a eu 2 filles qui ont été tuées. 2 filles. Et maintenant, la question que nous devons nous poser, entre les petits diplômes, parfois même ces filles-là qui sont mortes là, ne méritaient même pas ces diplômes-là. Entre ces petits diplômes et les morts que nous déplorons aujourd'hui, qu'est-ce qui vaut beaucoup plus? Vous savez, aujourd'hui, pour enterrer un mort à Kinshasa, ça a beaucoup d'implications. C'est pour enterrer quand même un corps aujourd'hui, c'est pas moins de $2000. Entre le petit diplôme qui, et vous allez même, lorsque vous comparez la vie qu'on l'a menée avant les diplômes et celle d'après diplôme, ça va de mal en pis. Voilà, nous allons prendre le tout dernier sujet, c'est les refoulés de Brazzaville, selon les radios périphériques que nous avons suivies ce matin. Ça reprend de plus belle. Nos compatriotes sont de nouveaux refoulés de Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Alors, Gérard Lemba, et pourtant, les 2 pays se sont réunis ici à Kinshasa. Ils ont signé des accords, des recommandations et tout ça. Et on a eu l'impression que ça s'est tassé un peu, ça s'est calmé. Ben, ça reprend de plus belle. Madame, sur ton plateau ici, nous l'avons eu à les décrier par rapport à toutes les prises de position après nos institutions. À commencer, je crois bien, par les 13 recommandations qui ont été mises par les parlementaires. Je me demande même si ce sont respectés. Ici, nous allons vérifier l'applicabilité de ces recommandations. Où nous en sommes aujourd'hui. Il y a eu une commission qui a été mixte entre les deux autorités de la dérive. Aujourd'hui, certes, nous n'avons pas encore le rapport. Mais si les Congolais de Brazzaville continuent, j'ai vu à Pointe-Noire, à Dolisie, il y a eu même un accident, parce que j'ai vu l'émission hier, j'ai eu à recevoir quelques rescapés. Mais je ne sais pas, si nous nous rendons compte du niveau où nous représentons aujourd'hui sur l'échiquier international, le pays est descendu trop bas. Ne serait-ce que prendre conscience de cela, ce serait le début, c'est pas d'une bonne époque, s'il faut le dire ainsi. Ne serait-ce que prendre conscience que nous sommes descendus très bas. On a parlé de 450 000 réfugiés qui se trouvaient à Congo-Brazzaville. En Angola, on n'en parle pas. C'est pas dans tant d'autres pays. On n'en parle pas. Et nous avons commencé ici par parler du secteur agricole. Mais c'est le ventre est à la base de tout. On crée des astuces, des prétextes en Europe, ne serait-ce que pour s'exiler, pour trouver un document. Mais en réalité, qui ne sait pas, c'est le ventre qui est à la base de tout. Et quand on parle de ventre, nous voyons la bonne gouvernance. Toute la logique ici, c'est pas de propagande, patati patata, la maîtrise des macroéconomiques. Non, c'est une logique propagandiste. Nous ne sommes pas encore à la période de l'élection. 2016 arrive, que les acteurs politiques se préparent, mais sur le fait, qu'est-ce que nous vivons. J'ajoute, vous savez que pendant que le Brazzaville continue à expulser, je te dis, il y a des Congolais, des Quinois qui continuent, ils prennent des risques pour rentrer à Brazzaville. Vous savez ce qu'il dit? Là, j'ai entendu. Il est prêt à soudoyer, ne serait-ce que pour dire, il dit, à Kinshasa, il y a toujours Bundabitumba, il y a Samaï. Je ne sais pas si tu comprends la je ne comprends pas trop l'expression. Vous êtes sous une rivière et vous vous battez. Donc tu ne sais même pas. Comment sortir de l'eau en fait? Non, oui, je comprends le langage est clair. Donc quand tu es sous la piscine, tu te bats pour sortir de l'eau. Et il dit, c'est ça la vie de Kinshasa. Être ailleurs, c'est déjà le début de salut. Alors,
supporte pas toutes ces propagandes, tous ces tralala et consorts. Non, c'est pas bon. Il y a un problème de la bonne gouvernance, et la bonne gouvernance se résume par la nature des animateurs qui nous gèrent. C'est ça l'essentiel. Madimba Kadimba Zouji, vous comprenez vraiment l'acharnement de nos compatriotes pour rentrer au Congo-Brazzaville, même vu les conditions inhumaines dont on nous chasse, on nous refoule chaque jour, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce désir presque désespéré de rentrer chercher de quoi. C'est l'humiliation qui atteint le paroxysme. L'humiliation. Alors, vous, en tant qu'analyste, en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite de notre pays, quel est le message que vous allez dire à ces compatriotes ou à nos autorités par rapport à cette crise entre les deux pays? Comme l'a dit Gérard, le problème, c'est pas nos compatriotes. L'être humain est partout le même. Hein. Vous savez, moi, j'ai vu très peu de réfugiés qataris. Si ce n'est pas des réfugiés politiques. Parce qu'il y a beaucoup d'argent au Qatar. Il l'a dit. Quand on mange, on ne quitte pas le lieu où on est. Il y a très peu de réfugiés américains, bien sûr. Des réfugiés américains aussi. Quand on mange, on ne quitte pas l'endroit où on est. Et tout est la base du ventre. Mais qui offre les possibilités d'un bien-être? C'est l'État. L'État est fondateur des possibilités que pour vous et moi, pour tous, nous puissions exister. Si l'État ne remplit pas son rôle, si nous ne mangeons pas, nous partirons. Mais c'est vrai qu'on est des humains. C'est vrai que l'État a son rôle à jouer. Mais toi-même, en tant qu'être humain, un peu de dignité, un peu de fierté. On n'en a plus quand on a faim. On perd tout ça. On perd sa dignité d'être humain. On perd sa fierté d'être humain quand on a faim. Mais vous savez, ici aujourd'hui, nous sommes assis à table. Nous sommes tous bien habillés. Nous avons plus ou moins de quoi manger. On peut se permettre de faire ces réflexions. Enlevons-nous, qu'on nous enlève à nous quatre tout ça. Et vous verrez qu'on sera dans la première pirogue demain pour Brazzaville si on nous offre, si on nous permet d'avoir ce que nous avons maintenant. La dignité s'entend dès lors où nous avons les possibilités de réaliser cette dignité. Il y a trop peu d'espace, trop peu de poches de richesse dans ce pays. Il y a trop peu d'espace pour grandir. Et les gens qui se battent, les gens qui arrivent à se battre comme il est Nassé Amaï, c'est ceux qui sortent la tête de l'eau, ce sont des gens qui... Mais c'est paradoxal, Faye même Madimba, vous allez répondre. Comment les étrangers, les expatriés arrivent à s'enrichir chez nous et nous, les locaux, on ne parvient pas à émerger. Il n'y a pas une classe moyenne congolaise et pourtant quand un Libanais débarque, un Pakistanais débarque, 6 mois après, une année après, il roule carrosse. Alors on revient à ce qu'a dit Gérard et qu'il a souligné. On a 18 parcs agro-industriels. Le premier parc qui sort, comme a dit... avec beaucoup de spectacles et de premier parc qui sort, le concessionnaire est sud-africain. Aliko Dangote, qui est le premier milliardaire africain, est en partie né de la volonté du Nigeria de mettre en place une politique pour créer des milliardaires locaux. À un moment, il faut donner la possibilité aux gens de le faire. Et ce n'est même pas de la xénophobie. Tous les pays qui ont réussi ont fait ça. Un peu de protectionnisme. Mais ce n'est même pas du protectionnisme. Tous les pays qui ont réussi, vous prenez les Américains, les Chinois, les Allemands, ils vont mettre en avant leur élite. Ils vont mettre en avant, ils vont propulser la réalité. Oui. Je sais que, mais calmez un peu parce que là, je sais que vous allez encore, vous allez encore être estomaqué, mais calmez un peu. Oui, dites-nous un peu votre appréciation de ça répond depuis et maintenant, ça devient comme une habitude. On ne s'aimait plus. Le Congolais a perdu la capacité de s'émouvoir. Vous voyez, quand il voit quelque chose, Izalranango Bongo, Tomesala, Nzambako Sala, des trucs comme ça, on a perdu cette capacité, comme l'a dit, à moins de 10 mètres. Oui, d'abord, j'aimerais vous dire que dans cette histoire de Brazzaville, Kinshasa a été informé. Kinshasa était bel et bien informé, mais à un moment, Kinshasa s'était étonné maintenant de l'ampleur que l'opération avait prise. Mais ça, là n'est pas mon problème. Moi, je ne condamne pas totalement Brazzaville. Pourquoi? Un État normal. Si nous sommes anormaux, il ne faudrait pas que les autres aussi soient aussi anormaux. Pourquoi je dis cela? C'est-à-dire, un État normal, dès lors qu'il se rend compte que sur mon territoire, il y a des étrangers en situation irrégulière, un État normal ne peut qu'expulser. Il ne peut qu'expulser. Ici, nous n'allons pas, comme vous aimez trop la moralité, que non, un pays frère. Non. Pour traverser une frontière, il y a toute moi, je ne parle plus de pays frères. Moi, pour moi, cette notion-là n'existe pas. Bien sûr. On n'a plus de pays frères ni amis. Non, c'est-à-dire, ça n'existe pas. C'est vous les flatteurs. Ce n'est pas vous, individus, mais vous les Congolais, qui aimez tout le temps utiliser cela. Mais entre États,
Brazzaville n'a pas totalement tort. Et quelque part, pourquoi, si nous nous plaignons du comportement de Brazzaville, le droit international est régi par le principe de réciprocité. Si nous sommes innocents dans cette démarche, pourquoi pas nous aussi ne pouvons pas aussi le faire contre les Brazzavillois? Et pourquoi nous sommes restés taisants? Au Congo, nous n'avons que 2 méga managers. C'est Sissa Bidimou et Matata Polo. Dites-moi à quel moment où Sissa Bidimou ou Matata ont eu à monter sur les créneaux dénoncer cette démarche. Dites-moi au moins une seule fois, à moins que je sois sous-informé. C'est-à-dire, Brazzaville était informé et Kinshasa était informé. Ça ne m'étonne pas. C'est vous qui continuez à appeler Kinshasa comme étant un État. Dans la théorie de l'État évolue. Pour parler de l'État aujourd'hui, il ne suffit pas seulement qu'on ait un territoire, une population et un gouvernement. Mais il y a aussi maintenant des obligations que l'État doit remplir pour être rappelé au État. Est-ce que Kinshasa le remplit? Full question. Fatima, oui, vous pouvez rebondir. Oui, non, juste pour réagir, je ne partage pas. C'est votre avis, oui. Quand ton frère a dit, à un certain moment, à un certain niveau, il soutient un peu comment Brazzaville a fait. Là, je ne partage pas mon frère. Non, s'il vous plaît, les faits sont là. Les faits sont là. Ça dit que Brazzaville a le droit d'expulser. Exactement, c'est son point de vue. Nous avons décrié plus la manière dont ça a été procédé. C'est plus ça. Non seulement les policiers, et il y a aussi la population qui est en tendance. C'est plus la manière dont là où nous sommes. On ne peut pas traiter, pas les Congolais, pas les Kinois, être humains de cette manière-là. C'est là le problème. J'arrive. Oui. Même si ce n'était pas des Kinois, je dis que même si je ne partagerai toujours pas cet avis-là. C'est plus la manière. Et curieusement, pourquoi ils le font simplement avec des Kinois? Vous avez entendu les Congolais, Brazzavillois chasser les Gabonais, ils ont aussi une frontière ensemble. Vous avez entendu les Congolais, Brazzavillois chasser d'autres communautés ouest-africaines, ils sont pleins là-bas. Vous avez entendu? Non. C'est-à-dire que nous sommes chez nous ici, c'est à ces pays ici où nous nous sentons à l'aise, il ne faut pas, chercher à dorloter ou à... Non. Ce qui a dénoncé mon frère, il faut le faire. Nous sommes journalistes, nous savons comment nous procédons. Il y a eu même, des mots durs entre la presse qui ici et les copains de Brazzaville. Tu connais Paul et témoin. Nous ne partageons pas cette bassesse-là. Ça, c'est de l'archaïsme. On ne peut pas traiter l'homme de cette manière-là. Il y a des histoires qui scandalisent des témoignages, des images qui défilent dans nos téléphones ici. Que nous, on ne peut même pas, dans le jour du travail, faire passer dans nos chaînes de télévision. Ça, tu le connais. Mais s'il vous plaît, estimez. S'il vous plaît, oui. Alors, c'est-à-dire, vous m'appuyez, vous mettez encore une fois de plus l'eau dans mon moulin. Est-ce que moi j'ai appuyé la démarche? Je n'ai pas appuyé la démarche. Je commence par dire ceci. Kinshasa a été informé. Secundo, si elles nous ont expulsés, qu'est-ce que nous leur avons aussi réservé comme mesure de rétorsion? Exactement. Oui, Kakadima, quel est votre avis par rapport à ces... Mais je rejoins tout à fait Gérard. Est-ce que l'État congolais a été vraiment fort cette fois-ci, comme l'a dit Faini Kombike? On n'a pas ressenti, on n'a pas vu, on peut le dire, le chef de l'État se prononcer personnellement par rapport à ces expulsions. On n'a pas vu le Premier ministre parler franchement de nos compatriotes refoulés. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des actions sur le terrain, mais de fois, les mots, les signes sont plus symboliques et ça réconforte. Oui, tout à fait. Quand on voit François Hollande descendre au Mali pour soutenir 4 Français morts, c'est la symbolique qui est très forte. Oui, je pense tout à fait. Je pense que maintenant, on arrive à un point où il faut une fermeté claire et annoncée, que ce soit au plus haut niveau de l'État. Et comme l'a dit Gérard, ce n'est pas ne pas dire aux Congolais vous n'avez pas le droit d'expulser, mais que la démarche est mauvaise. Je veux dire, nous sommes au 21e siècle, l'homme va sur la Lune, il ne faut pas pousser les gens dans l'eau pour qu'ils nagent 18 km et qu'ils arrivent à Kinshasa. Non, on n'en est plus là. Je veux dire, maintenant, il y a des règles. Vous avez évoqué le droit international et je vous rejoins, le droit international, les différents traités de Vienne disposent de comment... Mais pourquoi on n'applique pas ça, Madimba? Moi, je ne comprends pas, on a l'impression que... Parce que nous n'avons pas... Je ne sais pas, je ne suis pas dans le gouvernement. L'État congolais est tellement faible, où on n'a pas tellement de moyens pour... C'est carrément impossible. Ce n'est pas une question de fermeté, de faiblesse, c'est une question de volonté. Aujourd'hui, on a des mesures de rétorsion qui sont très simples,
du retrait de l'ambassadeur jusqu'à l'arrêt des relations diplomatiques et économiques. C'est ça la faiblesse. Est-ce que nos deux pays, quel genre de relations nous entretenons aujourd'hui? Nous ne sommes pas à l'intérieur. Nous ne sommes pas à l'intérieur du gouvernement, mon cher Gérard. Et je ne sais pas, donc je ne peux pas préjuger de ce que va faire le gouvernement. Ce que je dis, c'est que avant de parler de faiblesse, il faudrait savoir quelle est la volonté et quelle est la stratégie du gouvernement. Je ne la connais pas. Et je dis que nous avons plusieurs points. Parce que toi-même, nous avons déjà discuté de ça. On est allé sur la commission mixte. Visiblement, ça ne marche pas. Maintenant, il faut aller du retrait de l'ambassadeur aux ruptures de relations. Je vous informe que, s'il vous plaît, le ministre de Brazzaville, ici à Kinshasa, lors de l'installation de cette commission, il a déclaré que Brazzaville n'a chassé que 2000 réfugiés. Ce qui est faux. Non, mais il a dit 2000 légalement, mais les autres sont partis volontairement. Mais oui, c'est quand vous parlez de la volonté se mesure aussi par les faits. C'est simplement la faiblesse. Brazzaville a eu à nous tester. Gérard. Nous avons, je m'excuse, nous avons eu à parler. C'est ce matin, non? J'aimerais ajouter Attendez, nous sommes au 3e mois, je crois. Au-delà du principe de rétorsion, j'ajoute aussi le principe de proportionnalité. C'est-à-dire, lorsque je me présente par devers vous menaçant avec un stylo, vous devez aussi avoir aussi un stylo. Oui, tout à fait. Mais dès lors que vous me menacez avec une arme, si j'ai aussi une arme, je dois faire quoi? Qu'a-t-on vu dans le chef de Kinshasa? Qu'a-t-on vu dans le chef de Kinshasa? L'inertie totale. Lorsque vous parlez de méga manager, malheureusement, j'avais proposé, c'est pas sur ce plateau, j'avais dit, si Kinshasa n'y est pour rien, s'il n'était pour rien, pour arrêter cette hémorragie, il lui fallut commencer aussi par expulser les Brazzavillais vivant à Kinshasa en situation irrégulière. Et ils nous disent qu'ils ne sont pas chez nous. Ils ne sont pas chez nous. S'il vous plaît, ceux qui étaient à l'IPJ, à l'Institut du pétrole de gaz sur Alimété, ils étaient là, ils avaient des étudiants là-bas. Ils sont partis d'eux-mêmes, prévoyants. Si Kinshasa était innocent, il ferait quoi? Il procédera aussi de la même manière pour arrêter cette hémorragie. Mais qu'est-ce que l'on constate? Comme vous, Kinshasa, vous devenez des spécialistes. Il n'y a que vous qui connaissez les droits internationaux, dès lors que Washington même ne connaît pas les droits internationaux. Quel est le texte des droits internationaux qui autorisa Washington d'aller prendre celui qui avait tué le présumé de l'ambassadeur Christopher? Aujourd'hui, il est déjà aux États-Unis, enlevé en Libye. Donc, c'est juste pour confrère. C'est-à-dire peut-être qu'ils n'étaient pas informés, certes, par peur, les étudiants. Hein, ils n'étaient pas seulement à l'UPJ là. Il y avait partout. Il y avait partout. Par peur, ils se sont réfugiés dans l'ambassade. Et c'est notre police nationale qui les a escortés jusqu'au beach. Et la DG m'a pris la précaution de le faire, de leur imposer une déclaration pour reconnaître qu'on ne nous a pas chassés. C'est moi-même qui, donc j'ai estimé que compte tenu de ma sécurité, compte tenu de ce qui arrive ici, je trouve que ma vie est en danger ici à Kinshasa. Ils ont tout signé, j'ai vu, je vous donne cette information. Ça change rien. Donc, certes, le problème c'est que c'est plus cet archaïsme que nous décrivons. Tout à fait. Respectons l'homme. On ne parle même pas de Quinois. Mais ici, nous l'avons à dire à tous ceux qui sont prostitués là-bas, à tous nos prostitués, qu'ils rentrent chez eux, à tous nos chèques pour qu'ils rentrent chez eux. Je m'excuse. Il y a les mots, c'est là le langage qu'ils utilisent. Nos filles partent là-bas se prostituer. Soit au mot, tu ne connais pas. Alors c'est comme ça que nous disons, puisqu'ils sont les nôtres, qu'ils rentrent chez eux. Certes, ici, il y a un problème de clientèle qui se pose, mais quand ils rentrent chez eux, et ils ont montré que non, on fait. Ok, voilà, on nous signale déjà que le temps est à la fin. C'est toujours passionnant de débattre entre collègues, mais à la télé, c'est le temps. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec Gérard Lemba, journaliste indépendant. Merci d'avoir été avec Madimba Kadimanzouji, journaliste indépendant aussi. Et merci d'être avec Faye Nikombikai, Top Media. Ah oui, je vais le faire. Qui a perdu sa mère? Non, lui-même, il est responsable au CBS. CBS aussi. Clovis Sombete. Ok. Il est mort depuis.
Il y a encore un autre qui est décédé. CCTV. C'est qui? On l'a enterré hier, malheureusement. Oh là là. Pour Clovis Sombé, le programme n'est pas encore fixé. Alors vraiment, nos condoléances les plus émues à ses confrères, et je présente aussi mes condoléances à Willy Kalengai qui vient de perdre sa mère. C'est vraiment irremplaçable, une mère, et mes condoléances. Et moi, ma formule, chaque fois que je vais terminer cette émission, patriote jusqu'à la mort. Alors nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, la semaine prochaine.